Ce qui est impossible, c'est ce que tu n'as pas encore vu. Tout est possible sur cette terre. Les gens ne croient pas à la possibilité du bonheur. Les gens ont un défi avec le bonheur. Parce qu'il y a des gens qui réussissent mais qui ne sont pas heureux et vice-versa. Quand tu vas chez les gens, tu ne vas pas pour les changer. Si tu vas chez les gens, c'est toi qui t'adaptes. Quand son mari est décédé, elle est partie se faire le nez, les seins. Elle dit, mon mari n'est plus là, ma mère est décédée, je peux vivre ma vie. Et les gens sont perdus. On se dit, mais quelle veuve. On veut tellement être humble qu'on n'exprime pas ses compétences. Et ça, je pense que peut-être c'est culturel au Burkina. Oui, je suis d'accord. L'Afrique, on a des socles peut-être de valeurs communes, mais d'un pays à l'autre, des fois, c'est un univers parallèle. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne de l'investissement sur soi, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Bien sûr, je suis Naboufal et aujourd'hui, j'ai une invitée qui nous vient tout droit du pays des bons poulets, de Ouagadougou, Fatim Touré Kankobo, CEO de Team Coach, directrice associée, pardon Mohamed, excuse-moi, je l'ai oublié. Bonjour Fatim, comment vas-tu? Bonjour Nabou, je vais très bien. Enfin! Enfin, c'est ce que j'allais dire. Depuis qu'on parle de ça là. Wallahi, Mmh. enfin. Merci pour mes poulets. Hein. De rien, C'était de doux, rien. hein. C'est un plaisir, ce n'est que le début. Ouh, les poulets de Ouaga. Alors Fatim, qui es-tu? Je suis Fatim Touré, je suis spécialisée dans l'humain, dans l'accompagnement. Je suis l'associée gérante de Team Coach que je dirige avec mon époux. Je suis coach professionnel certifié en corporate et life coaching. Mais ce qui me passionne, ce sont les questions de confiance en soi, les questions de gestion et détection des talents. Et ce qui me passionne encore plus que ça, c'est apporter de la valeur ajoutée aux créateurs de valeur ajoutée au quotidien. Passionnée de Made in Africa et maman de 3 enfants, dont des jumeaux. En matière de jumeaux. Les mamans des jumeaux sont Voilà. là. Créatrice de valeur, créateur de valeur. Oui. Tu sais, j'ai oublié, il y a les cartes confiance en soi. Oui. Tu les ai, j'ai voyagé avec. Super. J'aurais dû les amener pour que Ouais. les gens les voient. Ouais, non, mais ce n'est que partie remise. C'est pas grave. C'est le premier épisode entre nous deux. Hein. Non, c'est pas le Il y en dernier. aura d'autres. On refait à Ouaga. On refait à Ouaga. Hein. Avec plaisir. Là, c'est forcé. Là, on se colle. Même si tu reviens ici ou que je reviens là-bas ou que tu viens là où je suis, toi-même, tu sais. On fera. Alors, Fatim, dis-moi, Oui. quand tu parles des questions de création de valeur, parce que l'accompagnement est multiforme, qu'est-ce que tu apportes concrètement? D'abord, je change. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'accompagnement? Alors, j'ai fait un master en marketing stratégique, mais j'ai fait mon mémoire sur le marketing social. J'ai compris très tôt que ce qui me passionnait, c'était les changements de comportement, pas la vente de produits divers et variés. J'avais un attachement particulier à l'humain et donc j'ai fait mon mémoire à Niel, où j'ai le plaisir de travailler, qui a été la boîte qui m'a eu en stage, où j'ai fait un mémoire sur le marketing social. Et de là, j'ai compris que la formation, il y a aussi le fait que je suis la fille de 2 enseignants. Ah, Mon père était prof d'histoire géo et ma mère professeure de sciences naturelles. Donc la transmission, et notre famille a un groupe scolaire, lycée, université. Et je crois que la transmission a toujours été quelque chose qui me passionne. Je suis la Benjamine d'une... notre Lagaré La Lagaré. des coachs. La Lagaré Voilà. des coachs. C'est notre Lagaré à nous. Je suis Lagaré partout où je suis. C'est un bonheur. Et j'ai eu à cœur de pouvoir déjà comprendre, parce que nos parents étaient beaucoup dans la transmission, de par leur métier, mais aussi ils ont tenu à ce qu'on sache d'où on vient et toute l'histoire. Et tout ce besoin de transmission-là m'a fait dire que c'est ce qui me passionne. Maintenant, le déclic est venu d'où? De tout ce parcours que tu connais avec ton frère dans l'expatriation. On a été expatriés dans de nombreux pays. Comme je dis, moi, je suis une expatriée noire en Afrique noire. C'est assez particulier. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai, Oui. hein, je l'ai été aussi. Voilà, en Afrique noire. J'étais expatriée noire en Afrique noire. Voilà, parce que des fois, on parle beaucoup de l'expatriation ou de la vie sur d'autres continents, mais les Africains qui sont expatriés ou qui vivent dans d'autres pays africains en parlent très peu, alors qu'on est beaucoup plus nombreux que ceux qui sont ailleurs. Et on a oublié une chose, Fatim, ton livre. Lagaré Doroni, d'où le titre. Mais oui, Voilà. le livre. Voilà, et le livre n'est pas venu, mais tout ça là. Ok, bon, on mettra la photo pour que les gens Avec puissent plaisir. voir, Oui. Et donc, c'est pendant tous ces changements de pays, au fur et à mesure,
où c'est pas moi qui gérais les contrats moi, j'étais la conjointe accompagnante et il fallait se recréer, se renouveler à chaque fois, mais surtout s'adapter partout où on va à la multiculturalité. Je crois que le fait que moi, j'ai fait mes études ici au Sénégal pendant 5 ans, ça m'a aidé à déjà m'adapter à de la multiculturalité, au changement. Et donc, on a résidé ensemble en Ouganda, au Gabon, à Madagascar, au Mali. Il a fallu à chaque fois s'adapter parce que l'Afrique, on a des socles peut-être de valeurs communes, mais il y a des pays, d'un pays à l'autre, des fois, c'est un univers parallèle où il faut pouvoir s'adapter sans se perdre. Et ce besoin-là est venu parce que je me cherchais. Et je vais te le dire, je me suis couchée une nuit. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit à mon époux, je sais ce que je veux faire. Wow. Parce que les gens me demandaient beaucoup de conseils. J'ai ouvert un blog parce que justement, je ne trouvais pas de blog de femmes noires expatriées en Afrique noire quand je partais à Madagascar. Parce que j'avais besoin, moi, de savoir comment on vivait à Madagascar. C'était pour moi l'inconnu complet. Absolument. Donc, je cherchais et je ne trouvais pas. Je trouvais que des blogs de femmes occidentales qui parlaient de leur chilling, des plages. Vraiment, ce n'était pas mon univers. Non, ce n'était pas ma vie. Moi, j'y allais avec ma fille qui avait 3 ans, avec les jumeaux qui étaient bébés. J'avais besoin de savoir si je pouvais trouver de la farine de maïs, la loco, les questions concrètes, quoi. Les vraies choses, la nourriture. Parce que là-bas, il n'y a pas... J'ai oublié de prendre la farine. Qui va m'amener ça jusqu'à Atana? Ah, c'est compliqué, hein? Qui? Donc, il fallait... Et je me suis dit, OK, je vais ouvrir un blog pour parler de mon expérience là-bas, de même mes questionnements, toutes ces questions, qui pourra servir aussi à d'autres qui iront là-bas. Et puis surtout, mes enfants étaient petits et l'expérience de l'expatriation, c'est magnifique. Moi, j'ai aimé. Et je me suis dit, ils sont tellement petits qu'ils ne s'en rappelleront pas vraiment. Donc, je me suis dit, je vais narrer ça pour que mes enfants, en me lisant... J'avais pas pensé à ça, c'est beau. Pour que mes enfants, en me lisant, puissent revivre les événements comme s'ils y étaient. Donc, quand les gens me demandent, mais comment tu arrives à écrire comme ça, je leur dis, mais moi... Personne ne m'aurait lu, ça ne m'aurait pas gêné. Bien sûr, tu écrivais pour toi, pour tes enfants. Exactement. C'était une transmission. Exactement. C'est magnifique. Donc, et sur ce blog, les gens me posaient beaucoup de questions et je ne me sentais pas légitime de donner des conseils. Je ne voulais pas être dans le conseil parce que c'est ma vie, ce n'est pas la leur. Je ne peux pas me permettre exactement de dire fais comme ci, fais comme ça. Et je cherchais le métier qui allait me permettre d'accompagner pour aider les gens à arriver à leur propre vérité sans être conseillère. Et puis, dans toutes mes recherches, avec l'aide de Ina Kanouté. Coucou Ina. On a parlé à Bamako de ton podcast, je reviens. Si. On en a parlé d'ailleurs. Oui. On n'a pas pu, on cherchait un studio. Non, mais nous-mêmes, on se croise beaucoup. et elle a été coach bien avant moi et je lui ai posé les questions. Et quand j'ai compris ce que c'était que le coaching, je dis, ouais. C'est ça que je veux faire. Et voilà comment ça a commencé. Et ce coaching s'appuie sur ton expérience, en fait. Oui. Ton vécu. Oui. Parce que je dis toujours aux gens, le coaching, ce n'est pas qu'une certification. C'est toute une somme de vécu. Oui. C'est le parcours. C'est cette richesse que tu as accumulée. Parce que tu as eu cette multiculturalité de fait par le voyage, même par tes origines. Parce que je sais que tu as une richesse. Oui, je suis burkinabé, originaire de Djenné au Mali, donc Sonraï, Samo par ma mère, du Burkina. Ma grand-mère, la maman de mon papa était Marca. La grand-mère de ma mère est Cissé, donc Peul. Merci, c'est ce que j'attendais. Depuis là, tu parlais pas des Peuls, je commençais d'abord. Tu parlais des Maracas, des gens de Samo, de tout, mais tu ne parles pas des Halpes. Non, voilà. Donc, tu vois que donc, quand on me demande d'où je suis, et puis Touré en Afrique de l'Ouest. Ouais. Quand j'étais ici, les gens, au Sénégal, les gens me demandent, mais Fatim, Touré, burkinabé. J'ai dit, il n'y a pas de Touré à part vous, hein? Non, bon, il y a quelques grandes familles, mais chacun connaît à peu près ses origines. Moi, mon grand-père était colporteur. Il s'est installé dans le sud-ouest du Burkina, à Kamti. Coucou à mes cousins de là-bas. Donc, la grande cour familiale est là-bas. Mais mon père et ses frères ont tenu à nous ramener chacun d'entre nous là-bas pour qu'on connaisse... C'est important. C'est très important de connaître la source. Et donc... tous ces héritages, et mes parents ont fait leurs études au Sénégal, se sont rencontrés ici, mes 2 frères aînés sont nés ici,
c'est une très Ta longue sœur est née histoire. aussi. Zeneb Ma est née sœur est ici. née, mon grand frère est né, Voilà. Zeneb et Aziz sont nés Zeneb m'a dit ici. qu'elle était née ici. J'ai un oncle du côté de ma mère, le frère de ma mère qui est sénégalais, mais ça même, ça peut faire l'objet d'un Ça, autre c'est une autre podcast. histoire. J'ai rencontré sa fille qui parlait Wolof Voilà, parfaitement. exactement. Donc, tout ça fait que la multiculturalité, et on mangeait multiculturel chez nous. Les dimanches au Burkina, coucou à tous ceux qui ont mangé les dimanches en famille chez nous et qui continuent. Les dimanches en famille chez nous, on mangeait dans un grand bol, dans le grand plat, Comme chez à la nous, main. Comme C'est ça. en Afrique de l'Ouest. Et on mangeait du tout. Mais vraiment, moi, j'ai jamais été mystifiée par les nourritures parce que on a toujours appris à manger varié. Et j'ai une anecdote, quand nous, on préparait, les filles préparaient tous les dimanches. Et quand Zeneb rentrait, ma grande sœur aînée, coucou Zeneb, je vais Coucou. beaucoup te citer. Hein. Et Zeneb, Faut citer les inspirations. ton nom est dans notre bouche ici aujourd'hui. Quand Zeneb préparait, Sinon, il j'ai dit... déjà demandé à Zeneb de venir faire le podcast. ici. Je lui ai dit, mais je lui ai Il pas faut. encore dit quand. Si, elle fera. Inch'Allah. Même essai. Quand Zeneb prépare, il dit voilà, c'est ça, c'est le tchèp. Pour vous, là, c'est le riz gras. On disait, Zeneb va partir nous laisser avec toi ici, tu vas voir. Et donc, oui, baigner dans ça parce que ça ouvre l'esprit et surtout, ça permet de savoir que, je dis toujours aux autres maintenant, que ce qui est impossible, c'est ce que tu n'as pas encore vu. Tout est possible sur cette terre. C'est quand tu n'as pas encore rencontré quelque chose, tu te dis non, ça, c'est pas possible. Les gens pleins de certitudes, là, ça, c'est pas possible, ça peut pas se faire, non, ça, jamais. J'ai dit, faut pas tester Dieu. Dieu, il est très taquin. Donc, ce que tu veux dire, c'est que le fait d'avoir eu tout ce mélange culturel te permet d'être prête à rencontrer l'inattendu, le différent. Oui. Et comment est-ce que cette posture, ces acquis que tu as en toi, parce que c'est quelque chose qui fait partie de ton ADN aujourd'hui, non seulement ton ADN familial, mais aussi de ton ADN, parce qu'on est la somme de nos voyages, on est la somme de nos rencontres, on est la somme de ce qu'on mange, et on est aussi l'histoire de notre famille. Exactement. Comment est-ce que ça a un impact sur le travail que tu fais au quotidien? Au quotidien, ça m'aide à savoir que les personnalités, les gens sont divers et variés. Zeneb, toujours elle, quand je partais, parce que c'est elle la première qui est allée s'installer, qui s'est installée au Sénégal, elle m'a dit, quand tu vas chez les gens, tu ne vas pas pour les changer. Si tu vas chez les gens, c'est toi qui t'adaptes. Tu ne vas pas pour changer les gens. Et donc, ça m'a appris à mieux être au contact des différentes personnalités, des différentes possibilités, et puis de savoir que les êtres humains sont variés et que même dans le même pays, les gens n'ont pas les mêmes personnalités. Donc, les idées reçues de telle ethnie est comme ça, telle est comme ça ne marche pas pour tout. Donc, il faut pouvoir avoir l'esprit et puis comprendre au-delà de ce que les gens disent. J'avais vraiment besoin d'outils pour m'aider dans le disque dont on a fait le disque, avec Raphaël. Il y a un post, il y a toute une interview de Raphaël. Exact. Quand j'ai suivi avec plaisir et que je remets des fois pour suivre. Donc, toutes ces certifications-là ont aidé l'intelligence émotionnelle. Absolument. J'ai fait aussi une certification en investigation appréciative. Appreciative Inquiry. Exactement, qui est une méthode de conduite du changement. Donc, tout ça pour mieux comprendre l'humain et ses diversités. Pour savoir que les gens... Donc, au quotidien, le fait d'avoir vu toutes ces différentes personnalités, nationalités, comportements, attitudes, face à la joie, face au stress, face à la peur, ça me permet, quand je vais dans des institutions, quand je vois des personnes, de pouvoir les écouter. Moi, j'ai une question pour toi par rapport à tout ce que tu viens de dire. Lorsque tu es en entreprise, que tu travailles avec des managers, parce que tu travailles beaucoup avec des managers dans différents secteurs, quels sont les challenges principaux que tu perçois? Ta sensibilité te permet de percevoir des choses au-delà des challenges qu'on te donne, parce qu'on est des accompagnants, on sait, ils vont te dire c'est ceci, c'est cela, mais réellement, quels sont les 3 challenges principaux que toi, tu perçois? Ce que je perçois, en tout cas au Burkina où j'opère le plus, il y a ce défi-là de la modestie, que j'appelle des fois de la fausse modestie. On veut tellement être humble que on n'exprime pas ses compétences. Alors que si tu ne dis pas que tu fais, qui vient dire que tu fais? Donc, il y a ce défi-là. Il y a le défi du complexe d'infériorité, de supériorité. J'ai un cas qui m'a beaucoup questionnée. C'était une personne que j'ai accompagnée dans le cadre d'un programme qui avait à la fois un complexe de supériorité et un complexe d'infériorité, mais pas avec les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'il avait un complexe d'infériorité vis-à-vis des personnes dépositaires du pouvoir public.
C'est très précis. Hein. C'est particulier, Ah, ça. c'est très précis. Donc, dès qu'il était ce que tu veux dire, c'est que Oui. dès qu'il est en présence de quelqu'un qui travaille, qui a une position de pouvoir Public. dans le secteur public, c'est-à-dire Exactement. directeur ou responsable dans Oui. l'administration publique, c'est là où son complexe se manifeste. D'infériorité se manifeste. D'accord. Il se tait, il n'est plus lui-même, il perd ses moyens. Parce qu'il m'a dit, ces gens-là, c'est lui qui a le pouvoir. Et c'est parti d'une expérience qu'il m'a expliquée. J'ai compris pourquoi. Parce que je lui ai demandé dès le départ, est-ce que ce complexe, tu l'as depuis? Il m'a dit non. Et il sait précisément quand ça a commencé et pour quel fait. Concomitamment, il a un pouvoir, il a un complexe de supériorité vis-à-vis de ses collaborateurs. Donc, ce qu'il n'arrive pas à dire... c'est sûr, il vient mettre ça sur ses propres collaborateurs. Mais j'ai aimé j'ai aimé la manière dont il en était conscient. Et il m'a dit, mais vous étiez où? Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait les gens comme vous ici. J'étais prêt à payer pour aller faire ça ailleurs. Entre parenthèses, il m'a promis, il m'a dit que si c'est tout ce qu'il a prévu, la marche, il m'offre une Range Rover. Je n'ai pas oublié. On attend la voiture. Parce que nous, on doit rouler dans la Range là quand on vient à Ouaga. Exactement. Nous, on est les cocos. Nous, on est prêts. Et ce cas-là m'a fait comprendre les défis que c'est quelqu'un d'une position importante. Et j'ai compris que oui, déjà, une même personne peut cumuler les deux. Et puis, à ce défi-là, que des fois, on ne perçoit pas. C'est un homme, il essaie. Ça a eu, quand on a fait le coaching, ça a eu un impact, évidemment, sur sa vie professionnelle, mais sur sa vie personnelle aussi, privée. Et aussi, je perçois le fait que les gens ne se connaissent pas assez, tout simplement. Je crois que quand on parle de la confiance en soi, ou de la connaissance de soi, qui est vraiment la composante essentielle de la confiance en soi, on en revient toujours. Alors, je note les 3 choses que tu as dit. Oui. La première chose, tu as parlé de la modestie. Oui. Et ça, je pense que peut-être c'est culturel au Burkina. Oui, je suis d'accord. Parce que je vois, quand tu es à Ouaga, tu peux voir quelqu'un, moi je me rappelle, tu vois quelqu'un, on te dit qu'il est milliardaire. Bon, oui. Je sais pas quoi. Il est milliardaire, alors il est brillant. Quand il est milliardaire, là, on va savoir qu'il est milliardaire. Mon Dieu. Donc, il y a quand même ça qui est culturel. Et il faut le comprendre en accompagnant les gens. En accompagnant les gens dans ton environnement. Exactement. C'est pour ça que quand on accompagne, on doit comprendre le contexte culturel de la personne. Complètement. Et socio-culturel. Oui. La deuxième chose, c'est certaines personnes qui développent des complexes d'infériorité ou de supériorité, et ça a un impact sur la façon dont ils réagissent avec les autres. Exactement. Donc, certaines personnes ne se rendent pas compte dans leur comportement qu'ils ont des complexes, qu'ils nourrissent des complexes d'infériorité et de supériorité. Et troisièmement, tu as parlé de... j'ai oublié. De la connaissance de soi. La connaissance de soi, les gens ne se connaissent pas assez. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut mieux se connaître? Parce que je pense que c'est toujours, pour moi, c'est le début de tout. Oui, je crois que malheureusement, dans nos curricula, il n'y a pas de module du primaire, de la maternelle à l'université, où on te demande, où on t'apprend à te demander qui tu es. Il n'y a pas. Personne ne t'apprend ça, à t'asseoir avec toi-même et à te poser la question, tu es qui? Si tu dois parler de toi, qui tu es? Et toi, si je te demande qui tu es, tu me l'as dit, mais comment est-ce que quelqu'un peut je le pose souvent quand j'ai des coachs sur ici, comment est-ce qu'on peut avoir des clés pour mieux se connaître? Ça part d'exercices très simples qu'on connaît tous. Se poser et se demander quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, quelles sont mes limites, quelles sont mes valeurs. Et sur les valeurs, je reviens. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Tu as un exercice que tu avais partagé avec moi, le SWOT personnel. Oui, le SWOT personnel, c'est vrai. Que je trouve magnifique. Faiblesse, opportunité, menace de la personne. Parce que les gens font le SWOT pour leur organisation, pour leur entreprise. Mais ils ne le font pas pour eux-mêmes. Non. Quand les gens voient ça, ils disent mais ça, là, on va faire comment? J'ai dit, mon frère, toutes les questions sont écrites. Ça est là-haut. Faut faire. Et ils disent, mais coach, c'est dur. J'ai dit, oui, mais parce que vous refusez de vous confronter à ces questions-là qui sont pourtant essentielles. Et je reviens sur les valeurs parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ce que j'ai constaté, justement, à travers la multiculturalité, c'est qu'on ne questionne pas assez ces valeurs. C'est-à-dire que les individus, en se rencontrant, ne parlent pas du contenu de leurs valeurs. Les gens ont l'impression ou croient partager des valeurs, mais en général, ce qu'ils partagent, ce sont des titres de valeurs. Qu'est-ce que tu appelles... Alors, tu dis quand les gens se rencontrent, ils pensent qu'ils partagent des valeurs communes. Oui. En fait, c'est des mots. Exactement. Mais il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de contenu. Exactement, parce que c'est dans le contenu que tout devient, que tout s'explique. Qu'est-ce que tu appelles contenu? Si on prend la valeur respect,
Je vais croiser quelqu'un qui va me dire, ah, moi, c'est une de mes valeurs principales. Je vais croiser quelqu'un qui va dire, ah, Fatim, non, le respect, moi, je ne joue pas avec. Vraiment. Moi, le respect, c'est ma première valeur. Et puis, je vais lui dire, oh, bah, OK, bah, donc, on est alignés. Et puis, on va se retrouver ensemble dans un, ben, comme là, ou dans un déjeuner. Et puis, la personne va avoir un mauvais comportement malveillant avec le serveur ou quelqu'un du personnel. Et ça va me heurter. Parce que pour moi, le respect, c'est quoi? C'est me respecter d'abord, respecter les autres, montrer aux gens comment je veux qu'ils me respectent. Et moi, je respecte les personnes, peu importe leur âge ou leur condition sociale. C'est ma définition à moi du respect. Voilà ce que je mets dans ma valeur respect. Et ce respect-là inclut le respect de l'environnement. Par exemple, en me garant, je ne vais pas aller piétiner une plante. Logique, je ne vais pas foncer sur un pauvre animal sur la route. Moi, je mets tout ça dans le respect. Maintenant, la personne m'a dit qu'on partageait la même chose. En la voyant agir, ça va me heurter. Et je vais me rendre compte qu'il y a un problème. Et je vais comprendre que la personne, en fait, dans son respect, dans sa définition, ça n'inclut pas les personnes qu'il croit en dessous de lui. Ah, donc ça veut dire qu'il ne respecte pas son respect. Il ne respecte pas le respect. Voilà, sa définition du respect à lui, pour lui, il doit du respect aux personnes, soit à son niveau, soit élevées. Donc, il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas... Ce que tu veux dire, il faut incarner ses valeurs. Surtout, il faut même s'asseoir et puis de demander... Comment est-ce que je le manifeste? Exactement. Comment se manifestent les valeurs? Comment se manifeste ta valeur? Ce n'est pas seulement dire j'ai telle valeur, telle valeur. Moi, je me pose souvent la question. Oui. Je dis, générosité, c'est une de mes valeurs. Mais est-ce que je suis réellement généreuse? Et dans quel contexte est-ce que je vais être généreuse? Voilà, exactement. Parce que la question, c'est qu'est-ce que toi, tu mets dans la générosité? Tu vois, toutes nos entreprises et les entreprises qu'on accompagne, elles ont vision, mission, valeur. Et leurs valeurs sont expliquées. Ici, la valeur intégrité, voilà comment nous la vivons, etc. Ils la définissent. Mais les humains ne définissent pas. Ils se disent, moi, intégrité, on est le pays des hommes intègres. Et on va dire, tout le monde va dire, je suis intègre. Moi, l'intégrité, je ne joue pas avec. Pays des hommes intègres. Et puis, parce que dans la tête des gens, intégrité, c'est que financier. Alors que c'est beaucoup plus. Mais respecter le code de la route, c'est de l'intégrité. Jeter un papier par terre, c'est un manque d'intégrité. Tout simplement. Donc, la personne va brûler le feu, elle va faire des actes que moi, je ne vais pas comprendre. Pourtant, il jure qu'il est intègre. Et puis, il va me dire qu'il est intègre. Mais peut-être que lui, il est intègre jusqu'à 10 000, jusqu'à 500 000, jusqu'à 3 millions, jusqu'à 1 milliard. Il y a un montant, quand tu dis... Facile, hein? Il dit, bon, est-ce que... Vous voyez, votre définition des valeurs se joue quand vous commencez à vous poser les questionnaires, à vous dire... Est-ce que ça, là même, est-ce que c'est vraiment grave? Bon, si moi, je ne fais pas, peut-être que quelqu'un d'autre va faire. Et puis, des fois, c'est pas monétaire. La personne va se dire, tant que je ne prends pas l'argent, je suis intègre. Mais ce qui est en jeu, on peut te dire, bon, tu fais passer la signature et puis on t'offre une bourse pour ton enfant au Canada pendant 4 ans. Ça, c'est pas l'intégrité. Et puis, la personne va se dire, bon, finalement... Est-ce que c'est vraiment grave? La personne commence à se questionner, à se dire, bon, si moi je ne fais pas, quelqu'un d'autre va faire. Bon, et puis c'est le moment, autant en profiter. Quand on commence à rentrer dans ça, c'est que votre intégrité, là, vous ne la vivez pas encore jusqu'au bout. En tout cas, vous ne l'avez pas assez questionnée. Et c'est de ça que je parle dans les valeurs. Et quand on se croise, on ne prend pas le temps, dans une relation personnelle ou professionnelle, de se poser ce genre de questions. Comment tu vis le respect? Comment tu vis les valeurs dont tu parles et que tu me dis incarner. Parce que si on ne le fait pas, à un moment donné, comme je dis, les valeurs, c'est le soubassement. Moi, je dis toujours, c'est l'ancrage, c'est les racines. C'est les racines. Ça veut dire que quand quelque chose va venir nous toucher, nous émouvoir, nous heurter, c'est que c'est venu toucher à une de nos valeurs. Mais comme on n'en parle pas, on le découvre. C'est pour ça que dans le mariage, on découvre beaucoup de gens. On dit, toi, c'est comme ça que toi, tu as compris l'affaire, là. À ce moment, tu es déjà dedans. Mais tu parles du mariage, mais j'aime beaucoup ce que tu dis. Tu dis, les valeurs, c'est comment on les vit. Oui. Et je pense qu'en entreprise aussi, à chaque fois, et je pense que ça t'arrive, que je demande à quelqu'un, en formation, en coaching, à une assemblée de personnes en entreprise, quelles sont les valeurs de l'entreprise? Ils ne savent pas, ils vont chercher Google. Du coup, comme ils ne savent pas... Ils ne peuvent pas les vivre. Exactement. Ils sont en désalignement avec l'entreprise. Mais c'est exactement ça. Ils ne savent même pas si ça match. Donc, ils sont quelque part où
il y a des faits qui les gênent, qui les bloquent, qui les heurtent, mais ils ne poussent pas la réflexion pour comprendre, mais pourquoi ça me heurte autant? Pourquoi ça me touche autant? Pourquoi ça me gêne autant? Parce qu'ils ont une gêne qui ne peut pas, ils sont désalignés. C'est-à-dire, eux, ils sont ici, l'entreprise va là-bas. Et puis, tout le monde est confus, ils sont frustrés. Ils sont frustrés parce qu'il y a un désalignement entre les valeurs de Exactement. l'entreprise et les Et leurs. ils vont dire ici, là, on ne me comprend pas, on ne nous écoute pas, rien n'est jamais bon, rien n'est jamais assez, même si l'entreprise fait des efforts. En fait, ça ne matche pas parce que la personne n'a pas fait son travail personnel. Et parce que, jusqu'à présent, beaucoup de cadres, beaucoup de travailleurs, et nous-mêmes dedans, hein, on fait partie, beaucoup Bien sûr. d'entrepreneurs, ne se posent pas la question de... confient toujours leur carrière ou leur développement professionnel à l'entreprise. Mais les ressources humaines, ils sont là pour vous accompagner, mais toi-même, tu dois un peu quand même savoir Ce que où tu tu veux. vas. En fait, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de direction, Mm. ou alors il y a une vision, une direction qui n'est pas alignée avec la vision et la Exactement. direction de l'entreprise. Oui, et les gens ont peur de se confronter à eux-mêmes. Ça, Ils ont peur des ça, réponses. c'est humain, on a peur d'être seul avec nous-mêmes. Voilà, ils ont peur des réponses. Et moi, je ne sais pas si toi, tu connais ça. Moi, je remarque que dans l'accompagnement, dans la transition de vie, dans le coaching de vie, Bien on fait sûr. beaucoup de transition de Bien vie. sûr. Et il y a beaucoup de gens, on va parler de crise de la quarantaine, de la cinquantaine, mais en fait, c'est un basculement. Et des fois, ça intervient quand les choses pour lesquelles on faisait ce qu'on est en train de faire ne sont plus ou qu'on peut les braver. Ou quand le parent imposant décède. La personne est en Ou le roue mari. libre. Moi, j'ai une amie, je me rappelle, c'est quand son mari est décédé, Oui. elle est partie se faire le nez, les seins. Elle dit, mon mari n'est plus là, ma mère est décédée, je peux vivre ma vie. Et les gens sont perdus. On va se dire, mais quelle veuve? Alors que c'est là. Oui. Mais oui. Ah, tu m'as tué. Et des fois, les gens ne comprennent pas comment les... Mais en fait, la personne, c'est son vrai lui qu'il est en train de vous expliquer. Mais comme il a 40 ans, il a 50 ans, ou elle a 40 ans, elle a 50 ans, on va dire qu'il déconne. Alors que... Et puis, les gens qui n'ont pas joué dans leur adolescence, là, c'est des dangers publics ambulants. Ça, là, c'est grave, parce qu'ils découvrent à 40, 50 ans ce que les gens faisaient à 20 ans ou à 17 ans. Et moi, j'aime beaucoup ce que ça m'interpelle ce que tu dis, parce qu'on le voit très souvent. Même maintenant, même les jeunes, en fait, très jeunes aujourd'hui, Oui. avec les millennials et les Gen Z, on se rend compte qu'eux, ils essaient de vivre tout de suite Ouais, dans tout. ce qu'ils croient, Oui. dans ce qu'ils Ils ont une quête de pensent. sens. Ils ont une quête de sens. Mhm. Ils sont dans une quête de sens de leur vie. Et le désalignement, moi, j'ai beaucoup de clients qui sont en désalignement. Comme tu parles, je suis beaucoup dans la transition. On accompagne beaucoup les gens dans la transition. Ils ne savent même pas que c'est des transitions, en fait. Exactement. Ils disent juste qu'ils ne se sentent pas à leur place et qu'ils ont besoin de savoir où est-ce qu'ils vont aller. Ils sont perdus. Et on réinterroge tout, on repart à zéro, on redécortique les valeurs, leur mission, leur vision et tout ce qui fait ce qu'ils sont. Oui. Et on réalise qu'en fait, là où ils sont, il y a un décalage, un désalignement. Donc, ce que tu dis, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de personnes vivent, même en entreprise aujourd'hui. Surtout là-bas. Comment est-ce que je suis en entreprise, je me sens pas en alignement, mais je dois trouver du sens parce que je n'ai pas le choix, je ne peux pas quitter mon emploi. Oui. Des fois, j'aime même ce que je fais, mais je ne trouve pas de sens Exactement. à la direction d'entreprise. Comment est-ce que je peux retrouver de sens? Je pense, même si c'est notre métier, que tout le monde n'a pas besoin de coaching. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Il y a des gens qui viennent me voir et je dis, ça là, c'est pas à mon niveau. Ouais, moi, je les envoie chez les psys. Hein. Psychologue, psychiatre. Je me gêne même pas. Oui. Je n'ai aucun problème avec ça. Il faut qu'ils soient à C'est l'aise pas mon avec métier. ça. Ou moi, pas je leur dis, en t'écoutant, je pense honnêtement que je dois te recommander à tel coach. Moi aussi, je fais ça. Tout simplement. Parce que c'est pour ça qu'on a des sessions préliminaires. Pour savoir pour discuter si... avec la personne. Des fois, je lui dis, il faut lire tel livre. Toi et moi, on va gagner 5 séances, 10 séances de vie. 10 heures, c'est pas mal de gagner dans une vie. Ou écoute tel podcast, ou écoute telle vidéo. Il y a tes vidéos que moi, j'envoie à des clients. Je dis, écoute ça d'abord. Si après avoir écouté ça, tu estimes que tu as toujours besoin... C'est toi qui fais les statistiques du Burkina. Forcément. Maintenant, je comprends. Toi et puis Prisca, je sais que c'est oui, c'est nous. Je dis, Mhm. voilà. Donc, je pense que la personne peut déjà commencer à se trouver un moment pour se poser, accepter déjà seul, de se questionner
Et quand c'est trop compliqué, de chercher l'accompagnement d'un professionnel. Dans la médecine, dans la psychologie. Dans la médecine, dans la psychologie, dans l'accompagnement de l'humain, mais quelqu'un qui peut, parce que je dis le coach vous pose les questions que vous ne voulez pas vous poser ou que vous avez peur d'affronter. Et je leur ai dit dès le départ, tout mon travail là, ça va être poser des questions et reformuler. Bien sûr. Donc à un moment donné, peut-être que je vais t'énerver un peu, hein, mais comme je vais sourire, tu ne pourras pas me dire. Non, les questions sont violentes. Des fois, les gens te disent, mais oui. tu m'as amené loin, tu les amènes loin en fait. Mais oui. Et les gens n'attendent pas ça du coach, ils attendent des conseils. Des conseils. Ils attendent des conseils et j'essaie de leur expliquer que ma posture n'est pas une posture de conseiller. Non. C'est une posture d'accompagnateur. Oui. Je te tiens la main, mais c'est toi qui marches. Exact. Je marche, mais on fait les pas ensemble. Exactement. C'est important de clarifier ça. Nous parce qu'il y a des gens qui ne sont que coachs. Donc, ils ne font que ça. Nous qui faisons de la formation, du team building, qui est une autre posture de transmission, quand les gens viennent nous voir et qui nous ont connus dans d'autres sphères ou en formation ou une soirée, ils disent « Hey, coach, ici, là, vous n'êtes pas comme à la formation. » Là, j'ai dit non, parce que là, je ne suis pas formatrice. C'est pas la même posture, en fait. Je ne suis pas venue pour te dire ce que tu dois faire ou te donner des tips ou des méthodologies, techniques, 3 techniques de... Non, on est ici pour parler de toi. On est aussi pour parler de vous. Voilà, donc moi, je pose des questions, je reformule pour m'assurer que ce que tu me dis est ce que tu veux que je comprenne. Et je leur dis toujours, moi là, je ne me fâche pas. Donc, je dis ce que tu as à dire, mais moi, je ne vais pas me fâcher. Donc, si vous avez besoin d'un professionnel, allez vers des professionnels et ne vous gênez pas de questionner leur professionnalisme. Ne vous gênez pas d'aller où vous vous sentez à l'aise. Parce que je crois que dans notre métier, il y a beaucoup de pluralité. Il y a beaucoup de portes d'entrée vers la découverte de soi. Bon, le danger, c'est que des fois aussi, c'est de l'humain. Il faut savoir à qui on se donne pour ne pas créer plus de problèmes qu'on en a déjà. Mais déjà, vouloir cet accompagnement est déjà un pas. Il ne faut pas faire culpabiliser les gens de vouloir de l'aide. Et voilà. Maintenant, il y a des personnes qui peuvent elles-mêmes s'asseoir, se poser des questions en se disant, OK, je prends du temps tous les matins au réveil, 10 minutes pour réfléchir, méditer, qui se replongent plus dans de la spiritualité, qui prennent un temps pour eux, matin, soir, ou qui peuvent se couper 2 jours. Moi, j'ai des gens qui me disent, des fois, je quitte le boulot, je prends ma voiture, je vais à Ouaga, c'est au bord du barrage, ou bien je vais à Lumbila. À Lumbila, ça, c'est mon point, ça. Je vais à Lumbila, je me pose une demi-journée, moi seule, je coupe mon téléphone. Puis je réfléchis à moi-même, sur moi-même. Non, c'est important de le faire. Moi, je le fais 1 ou 2 fois par an. Oui. Je me mets en mode pas de distraction. Parce qu'en fait, l'humain n'aime pas se retrouver seul avec lui-même. Exactement. Et on dit que des fois, il ne faut rien faire. Mais même pas être sur son téléphone, même pas lire, même pas regarder un film. Juste être face à soi et se poser les bonnes questions. Des fois, mes enfants me disent, mais maman, on s'ennuie. J'ai dit, mais l'ennui est source de créativité. Absolument. J'ai dit, des fois, on peut ne rien faire. Hein. Se reposer aussi, c'est ne rien faire. Moi, j'adore ça. Rien. Et tu le dis si bien, moi, au cours de l'année, je fais en général 2 à 3 mois où je ne fais aucun coaching. Bien sûr. Je peux faire des formations, des team building. Donc, c'est rendre quelque chose. Mais je sais que je n'ai pas l'attitude ou les ressources ou l'énergie nécessaire pour être concentrée sur quelqu'un pendant 1 heure, Pareil. 1 heure et demie pour écouter. Voilà. Et des fois, on vit des épreuves. Quand moi, j'ai perdu ma maman, Bien sûr. Ouais, j'ai pris 1 an. Bien sûr, avant de coacher. Et les gens me contactaient. Il y en a que j'ai recommandé à d'autres. Il y en a qui ont préféré attendre. On a ouvert une liste d'attente. Bien sûr. Et je leur ai dit, je n'ai pas de date pour reprendre. Donc, il ne faut pas me mettre la pression de coach, vous reprenez quand... Oui, moi, je dis ça aux gens. Quand je suis off, je dis j'ai 1 mois off. Je n'ai pas de... De telle date à telle date, oui, je suis off. Je termine mes contrats et puis je me mets off et je ne prends personne. Et ce n'est pas grave parce que je me connais assez pour savoir... Faut arrêter. Exactement. Et puis, je ne coach pas les enfants. Moi non plus. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui me disent « Ah, je vais t'envoyer mes enfants. » Pourquoi ? Je suis la Benjamin, je suis la Lagarée en question. Et j'ai eu beaucoup de neveux et nièces, dont les plus grands, il y a 50 nous. Donc, je suis la tata Fatime. Bien sûr. Et j'ai beaucoup écouté. Vraiment, j'ai beaucoup écouté. J'ai beaucoup à dire. Et il y a des choses qu'ils me confient, qu'ils ne confieraient pas à leurs parents. Et j'ai voulu être celle-là dans la famille à qui on peut parler. Parce que
il faut que les enfants là puissent parler à quelqu'un et il Bien faut sûr. qu'on Dans toutes reste les dans... familles, c'est comme ça. Oui, il faut qu'on reste dans le sutra et Bien qu'il faut sûr. qu'on puisse le régler Bien ensemble. sûr. Donc, il y a des choses, quand je peux le régler, je règle avec eux. Quand je ne peux pas, quand j'estime qu'un des parents doit être au courant, je l'appelle, mais en lui disant, voilà le plan. Voilà. Faut pas C'est me pas vendre. pour, faut pas aller... Non, Mhm. non, je lui dis même, j'ai dit à l'enfant que je vais te dire, mais faut Mais pas me... ça Faut dépend pas... comment. Je te donne ton rôle dans le Faut problème. pas aller tenir. Voilà. Et voilà le plan. Parce que si tu fais ça, tout va se mélanger. Parce qu'on a déjà réglé beaucoup de choses dont tu n'es pas encore au courant. Donc, Là, on te donne l'attitude pour C'est que tu tout. puisses rentrer dans l'affaire. Exactement, parce que c'est assez sérieux et que tout le monde doit être au courant. Et je crois que j'ai peur de ne pas être objective dans l'accompagnement des... Et parce que mes enfants sont petits, même s'il est né à 14 ans, j'ai peur de ne pas être objective. Ah, voilà. J'ai peur de ne pas être objective et de faire de l'identification. Et puis, j'ai un problème, je ne supporte pas la souffrance des enfants. Des enfants, je ne peux pas avoir un enfant en détresse. C'est difficile pour moi. Par contre, je peux coacher jusqu'à 80 ans. Oui, moi aussi, ça, j'ai pas de problème. J'ai Mais pas les de enfants, je suis pas problème dedans. avec l'âge supérieur, peut-être Non, parce bien que j'ai sûr, grandi c'est pas avec ma grave, ça. grand-mère. Donc, la vieillesse, c'est quelque chose qui me fascine Bien parce que sûr. je trouve que C'est une bénédiction, c'est une en grâce. termes de transmission, ces gens c'est des mines d'informations. Donc, je sais ce que je fais, ce que je fais pas. Mais il y a des gens qui vont dire non, mais c'est ma fille, tu la connais. J'ai dit, mais c'est parce que c'est ta fille même Je peux pas. que je ne peux pas. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir. Oui, ma fille adolescente. J'ai dit, Hmm. c'est pas mon. Je suis pas. Je leur recommande d'autres personnes. Oui, moi je Parce que je recommande parle Awa. aussi que dans le coaching, il y a aussi chacun à son créneau. Tu peux pas Exactement. être dans tout. Tu peux pas. Ça, c'est ma vision. Hein. Je suis d'accord. C'est juste moi. Peut-être que des personnes sont à l'aise à faire Avec beaucoup de tout. choses. Ça, c'est leur droit. Hmm. Mais je pense qu'il y a quand même... il y a des choses avec lesquelles on se sent à l'aise. Et c'est Exactement. toujours une question de valeur. Il faut être en alignement avec soi-même. Exact. Il faut se connaître. C'est pas... Il faut se connaître et savoir ce qu'on a envie d'apporter, ce qu'on est capable d'apporter et de la type d'accompagnement qu'on peut donner. Exactement. Alors, tu m'as dit quelque chose qui m'intéressait quand on préparait cette session. Tu m'as dit, les gens ne croient pas au bonheur. Oui, Pourquoi tu dis ça? parce que je me suis rendu compte que les gens ont un défi avec le bonheur, avec la réussite, le succès, comment on peut l'appeler, mais aussi avec le bonheur, parce que c'est pas la même chose. Parce qu'il y a des gens qui réussissent mais qui sont pas heureux et vice-versa. Et en questionnant ça, parce qu'il y a des belles histoires qu'on raconte et tu vas trouver quelqu'un qui va te dire « Ah, mais c'est pas possible ». Ou bien « Le bonheur, c'est pas pour moi. Ah, je valide. Je suis tellement d'accord avec Je toi. n'y ai pas droit. » Maintenant, je comprends ce que tu veux Voilà, dire. ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est pour vous autres là. Ça, c'est... Tu es trop idéaliste. Moi, je sais que je suis très naïve et ça me sauve, voilà, et dans la C'est vie. magnifique. Pourquoi ça est-ce que me- les gens ne peuvent pas... Pourquoi est-ce que tu crois que les gens ne croient pas au bonheur? Je crois qu'il y a l'environnement, l'éducation, les croyances. Il y a des gens qui se disent, en fait, que c'est pas pour eux. Eux, ils n'y ont pas droit. Moi, je me dis aussi, il y a autre chose. Est-ce que... Je me dis, on entretient des narratifs négatifs, des choses. Les gens sont tellement entretenus de narratifs négatifs que les gens absorbent ces croyances-là. Complètement. Je vais prendre un exemple. Je dis toujours, pourquoi est-ce que les couples heureux ne viennent pas parler? Et On est toujours en train de nous dire les choses négatives. on va te dire que c'est parce que tu le connais. Vous n'êtes pas heureux. En fait, c'est parce que tu le connais pas. C'est pas vrai. Moi, j'ai des amis vraiment très, très proches Oui. avec qui que je fréquente. Je vais chez eux, je reste chez eux et je connais le couple. Oui. Et je sais ils ont une synergie, ils sont heureux, Oui. ils sont ensemble depuis plus de 20 ans. Mais ils parlent pas. Donc, je connais plusieurs couples où les Moi hommes aussi. aussi africains soutiennent leurs épouses. J'en connais beaucoup. Pas plus Dieu tard merci. que ce week-end, j'étais en retraite avec un couple et un homme, le mari, il soutient vraiment sa femme. Il est venu... Et moi, ça fait plusieurs années, je les avais coachés dans un programme. Et j'avais coaché la femme dans un programme, accompagné la femme entrepreneur dans un programme. Et le mari, je me rappelle quand elle a voulu qu'on fasse quelque chose en communication, son mari devait être dans le call. Voilà. Et il est là, il est présent, mais vraiment, c'était ça fait tellement de Ça bien. fait du bien. Tu peux pas savoir comment on était heureux Oui. de vivre ce moment avec eux. On lui a dit vraiment, on est content de voir ça. Moi, ça me fait toujours du bien. Ça existe. Ça existe, Mais bien sûr que ça existe. Ces gens ne vont pas en parler parce qu'ils ont peur des autres. Mon ami me dit que j'ai une amie, je lui dis, écoute, j'aimerais tellement que ton mari... Elle dit, non, pardon, laisse-nous. Et le bonheur, ça ne vend voir. pas. Alors que si je pouvais avoir des couples heureux ici... Qui disent... Et je leur ai dit, je vais les inviter, le couple. Je leur ai dit, une autre fois, on vous aura tous les deux ici. Tu vas les adorer. Mais forcément, j'aime le bonheur, j'aime les gens heureux. Et je rejoins ce que tu dis. Oui.
les gens ne croient pas à la possibilité du bonheur. Ils se disent. Donc, voilà, tu vas faire le podcast. Il y a des gens qui vont suivre, mais ils vont se dire c'est pour les autres. Nous, là, ça. Moi, Et ils c'est vont, pour moi le bonheur. ou bien ils vont dire les enfants préférés de Dieu. Moi, je dis On est j'aime dedans. Dieu et je sais que Dieu m'aime En tout cas, et j'aime la manière dont Dieu m'aime. alhamdoulilah. Parce que je crois que croire au bonheur, ça commence aussi par la gratitude. Déjà être satisfait de ce qu'on a. Et je remercie Dieu parce que j'ai eu l'occasion de le dire à ma mère. Je lui ai dit, mais maman, merci de nous avoir éduqués tous de telle sorte que on ne connaisse pas l'envie. Ah oui, ça. J'ai dit, alhamdoulilah. mais c'est le C'est une plus... grâce. Eh, Ça, c'est un cadeau. ah, mais je dis, c'est merveilleux. Parce qu'il y a des C'est gens, libérateur. ils voient les autres, ils veulent être les autres, et ils ont mal. Oui, Parce que telle personne roule dans telle voiture, au lieu d'être content, ça les fatigue. c'est génial que telle... Moi, c'est peut-être pas mon aspiration, et puis ça m'intéresse pas d'ailleurs. Exactement. Et je suis contente. Oui. Et donc, vous avez cette capacité, ça vient de l'éducation, Mhm. et finalement, l'envie, ça sert à rien. Parce que Dieu, là, il a fait chacun de nous avec C'est pas quelque pour chose toi. qu'il a mis dedans. Oui. On ne peut pas envier quelqu'un parce qu'il est lui ou parce qu'il a, parce que finalement, si on a la foi, Hein? comme on Hein? le dit, on accepte que Dieu a fait chaque personne différemment. Oui. Et que moi, j'ai une autre conviction, c'est que ce qui est pour moi va toujours trouver le chemin de venir à moi, ou je vais toujours trouver le chemin pour y accéder. Alors, C'est une conviction profonde. en Wolof, il y a quelque chose où on dit ça, on dit ce qui t'est destiné. Hein? Tu ne peux pas manger plus que ce qui t'est destiné. Exactement. Donc, si j'ai tel contrat, c'est Hein? pour moi. Si toi, tu as ton contrat, c'est pour toi. Demain, et puis on ne peut pas tout faire. Pourquoi même? Aujourd'hui, une personne ne peut pas servir un seul pays. Exactement. Et on ne peut pas être partout. Tu vois, il y a la preuve, blague. je suis fatiguée. Actuellement, on dit ce qui est pour moi, pour moi. Là. Vraiment. Voilà. Voilà. Ce qui est pour moi, ça me viendra toujours à moi. Et les gens qui viennent, parce que souvent je reçois des gens Hein? en entreprise qui sont frustrés parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas ce qu'ils doivent avoir. Mhm. Ils sont toujours en train de regarder les autres. Hein? Et ils Comment se posent pas qu'est-ce que tu en la... penses? Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Moi, mes exemples de leadership comme ça ou de personnes qui arrivent à se remettre en question viennent essentiellement de ma famille. Je vais te prendre 2 cas. Moi, j'ai vu Zeynep passer des entretiens, des tests. Et il y a des entretiens où elle m'a dit, Fatim, j'ai besoin d'un coach. Est-ce que toi, j'ai dit, on ne coach pas la famille, on ne va pas s'en sortir. Et puis ton niveau là. Donc, je lui ai recommandé. Je me rappelle quand Voilà. elle s'est fait causer par Uh-huh. notre frère. Donc, quand elle a fait ça, je me suis dit, avec l'âge qu'elle a, la position qu'elle a, elle s'est posée pour se dire comment je peux faire mieux. Elle s'est remise à l'anglais, elle a pris un prof, elle rentrait le soir, elle s'exerçait. Je me suis dit, ma chère, si elle peut faire ça à cet âge, avec eux, elle aurait pu dire, mon cher, je vais grouiller, juste atteindre la retraite. Et puis, ma sœur Mimi, qui elle est en banque, je l'ai vue avec un parcours en banque, et elle va m'excuser d'en parler, elle a une greffe de rein. Je l'ai vue revenir, reprendre le travail. Greffe de rein, du rein qu'un de mes frères lui a donné. Donc, soit tout ce partage familial, elle est revenue. Elle a repris son travail à la position qu'elle avait quittée en tant que directrice de département. Et puis, elle trouvait que, c'était, comme elle dit, sa vie à partir de la greffe, c'est un bonus. Mhm. Et elle s'est dit à un moment, je vais faire un MBA. Et j'ai vu Mimi, elle s'appelle Mariam en vrai, j'ai vu Mimi repartir prendre des cours, sacrifier des week-ends entiers parce qu'elle avait cours samedi et dimanche toute la journée pendant plus de 9 mois, faire une présentation sous forme de mémoire. Et je me suis dit, hey, elle aurait pu juste se contenter de ce qu'elle a, mais elle ne reste pas sur des acquis. Elles n'ont pas peur d'apprendre, de réapprendre, de réintégrer d'autres choses. Et je vois les résultats dans leur vie. Et ça, c'est des modèles qui... Je ne peux pas aller chercher des modèles ailleurs parce que je les vois, c'est mon sang. Alors, j'aime beaucoup ce que tu dis, la capacité à se remettre en question, la possibilité, la capacité à apprendre de nouveau,
à réapprendre, Oui. à se réinventer, Mhm. à connaître ses limites quand Oui. on a une vision pour soi et Exactement. se dire où est-ce que je veux aller, Mhm. ce que je veux faire, Mhm. qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avoir ce que je veux. C'est ce que Exactement. je retiens comme leçon de ce Oui. que tu dis sur Zénep et sur Mhm. Mimi. Sur Mimi. C'est vraiment ça Mhm. qu'on est en train d'apprendre. Oui. Et trop souvent, les gens sont en entreprise, ils se plaignent, Mhm. comme quand ils sont dans un mauvais mariage, Oui. mais ils ne font rien Ils bougent pas. ils ne bougent pas. Oui. Et moi, j'ai une citation que j'adore dire ici. C'est Don't move, you're not a tree. Comme dit Mhm. Dr. Seuss. Tu ne peux pas. C'est Dr. Seuss qui dit cette citation. Bouge, tu n'es pas un Tu n'es arbre. pas un arbre. Il y a capacité à Oui. se transformer, à Mhm. s'informer, à Mhm. se former. Oui. Et ça apporte forcément une transformation. Forcément. J'ai vu ma mère mais se mettre à apprendre à lire le Coran, à se remettre, elle qui était enseignante, se laisser enseigner, se laisser pénétrer par ça. Enfin, donc, il y a des exemples comme ça. J'ai vu mes frères qui, tous les jours, chaque rentrée est différente des autres. Absolument. Chaque rentrée est un nouveau challenge dans le Tout à milieu fait. de l'éducation. Absolument. Donc, ils se recréent, ils se challengent, ils ont des stress. Bon, ils se disent que cette année-là, le stress, c'était pire que pour l'année dernière, mais l'année prochaine C'est encore pire. ils te disent que oui, mais donc quand tu vois ça, tu te dis qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre et il faut accepter de se questionner. Donc, tout cet univers-là me dit que oui, et puis il y a mon époux qui, après tout ce parcours d'expatriation, de travail dans des multinationales, s'est donné un délai qu'il a respecté en disant « je m'arrête là parce que j'estime que dans ce métier, il faut savoir quand arrêter. Soit tu sais que tu continues jusqu'à ta retraite, soit, et dès qu'on a commencé, il m'a dit « moi, je suis dans ça pour tel nombre d'années. Mhm. Après ça, il faut pouvoir se reconvertir, il faut pouvoir savoir où on va. » Ça, c'était son choix, en fait. C'était son choix. Maintenant, il y a des gens qui restent dedans et j'admire ça. Tant que tu sais pourquoi tu le fais et que c'est ton plan, alhamdoulilah. Mhm. Et il a décidé d'arrêter, il a arrêté. Donc, il y avait un projet clair dans lequel je m'inscrivais et il s'est réadapté. Et tu dis une chose, quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, Oui, à un moment, ça a été crucial pour vous, enfin, en tant que famille. de savoir, OK, on est parti en expatriation. Est-ce qu'on vient? Quand est-ce qu'on revient? Et si on revient, comment on prépare le retour? Parce qu'on ne se lève pas un matin après avoir fait 5 ans, 10 ans et puis on rentre Moi, j'ai au fait pays. ça. Je me suis levé un C'est matin. violent, hein? Ouais. Mais il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Il fallait le faire parce que je me suis dit, si je continue, je ne vais pas le faire. Mhm. Des fois, il faut être violent avec soi. Exactement. Tu Et moi, vois. j'ai remarqué quelque chose. Il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer parce qu'ils ne se sont jamais questionnés sur la carrière. Et puis, ils ont des situations confortables. Et il y a tous ceux qui sont gênés, non, tous ceux qui s'identifient par des titres. Moi, je vois des gens qui n'arrivent pas à... Sortir du... Oui, Et puis des titres, et puis des multinationales. exactement. Parce que la multinationale, c'est une autre énergie encore. Parce que quand on va lui demander qui il est, qu'est-ce qu'il fait actuellement, il se définit par son titre. Je suis directeur de temps, De telle société. voilà, je suis directeur financier, marketing, C'est pas pareil technique. quand on dit le nom de la grande société Oui, où on était, mon exactement. frère et moi, Voilà. des grandes sociétés de télécom. Ah. Et puis après, tu dis non, je suis directeur associé de Team Coach ou bien de NFA. C'est pas la même chose. Les hein. gens ne vous comprennent pas. Hein. Mais c'est pas grave. Parce que vous non, on n'avez- se comprend. Exactement. En même temps, quand ils vous voient, ils se disent « Ah, c'est beaucoup de courage si quand j'avais même. su. Ou bien Si des fois, ils te j'avais disent, su. mais tu es courageux, mais j'ai parti au bon moment. Je dis, bon, c'était mon choix. Parce que, voilà. Mais c'est parce que vous êtes aligné avec ce que vous avez décidé de faire. Et surtout, c'était planifié. C'était organisé. C'était planifié. Voilà. Moi, j'avais dit, à partir d'un certain âge, Hein? je ne dois plus vivre loin de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Je m'étais dit, je ne veux pas que cet âge me trouve en expatriation. Ça, c'est un plan. C'est-à-dire qu'il y a un âge, là, je peux être dans le pays des gens. Mhm. Parce que ce n'est pas charismatique pour moi. Pour moi, Oui. c'est ma vision à C'est moi. exactement ce que je dis. C'était vraiment moi. Mais Oui. chacun trouve ses deadlines. Il y a des gens qui font de belles carrières en se disant « Ok, je suis à tel poste. Je suis parti comme manager, comme responsable d'équipe. Je veux, dans 2 ans, dans 5 ans, être directeur. Et dans 5 ans encore, être DG. Dans 5 ans, je vais être directrice réseau, pays, Bien sûr. Non, région. Ça dépend de son plan de carrière. Exactement. Mais au moins, elle a une vision. Il faut un plan. Donc, c'est important. Ce que Mhm. tu dis, c'est important pour nos auditeurs. C'est important d'avoir un plan, quel qu'il soit. Quel qu'il Mon soit. plan n'est pas le meilleur. Mm. Ton plan n'est pas le meilleur. Mais il faut avoir son plan Il faut avoir qui, son qui plan. vous ressemble, qui soit Oui. aligné avec Mhm. vos aspirations, Mhm. avec votre vision de votre vie, Avec le projet de vie. avec votre projet de vie dans votre Mhm. carrière. Mhm. C'est très important, ça. Comme, Et il y a une question que les gens me
pose après avoir lu le livre, parce que le livre, en fait, c'est les articles du blog que j'ai repris, que j'ai mis en cohérence avec d'autres histoires que j'ai apportées. Et beaucoup de jeunes filles me demandent, mais comment toi tu as fait? Quel courage tu as eu de tout quitter pour suivre un homme? Et je leur ai dit, déjà, il ne faut pas voir ça comme ça. Moi, j'avais un idéal de vie et de famille. J'ai connu des gens qui, en expatriation, ont vécu séparés. Ici, ce n'était pas mon idéal de vie, même si je trouve que chacun choisit le modèle. Bien sûr. Mais moi, j'étais jeune et puis je me connais. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans ce genre de circonstances, en fait, chacun refait sa vie. Quand l'autre conjoint vient, c'est les love, 2-3 jours après, on est pressé que la personne reparte. En fait, vous ne connaissez plus. Non, il n'y a pas d'habitude de vie. Et vous n'êtes plus, vous êtes deux entités séparées. Exactement. Vous êtes comme deux parallèles. Chacun a son plan. Deux parallèles qui n'ont plus... Moi, je dis toujours, il y a un moment où dans un couple, on est aligné, c'est deux parallèles. Vous vous croisez pour régler l'intendance. Et ce n'était pas mon idéal. Et je me suis dit, OK, tu viens de finir, tu as fini, tu as le master, tu as le permis, tu as vécu ailleurs, tu as travaillé ailleurs. Je me suis dit, lui et moi, à cette étape, ayant été franc avec moi, on ne peut pas faire carrière au même moment, au même rythme. C'est son moment. Moi, je vais m'asseoir, je vais faire les enfants, je vais les éduquer comme on veut, en leur transmettant les valeurs que nous voulons. Bien sûr, c'est un travail commun, ça aussi, c'est un travail. Hein. Mais c'est le travail. Ouais, là, il y a ça. Et puis, je vais prendre le temps de faire tout ce que je ne pouvais pas faire quand j'étais étudiante. Je vais découvrir les choses autrement. Voilà, je vais accompagner ce processus. Et voilà, c'était... Accompagner ce projet. Ce projet, c'était un projet de vie, un projet familial. Et l'expatriation, je crois que les gens ne le discutent pas assez comme un projet familial. C'est vraiment, c'est pas que le cadre, parce que ça, j'en parle aux entreprises, c'est pas le cadre que vous expatriez une famille. Ça, c'est important d'en parler. C'est un projet de famille. Les gens ne le voient pas comme ça. Non, et ils se retrouvent avec des cadres qui ont un mal-être incroyable, dont les rendements baissent parce qu'on n'a pas géré tout cet aspect-là. Et parce que les gens, quand ils partent en expatriation, ils sont tellement contents, surtout quand c'est la première fois, qu'ils ne savent pas négocier les contrats. Au début, moi, j'ai refusé un poste au Gabon, dans une société où ton mari travaillait, parce que quand j'ai eu mes enfants, ils m'ont proposé un salaire qui était dérisoire par rapport au niveau de vie du pays. Et donc, j'ai dit non. J'ai dit non, je n'accepte pas. Oui, mais c'est parce que toi, tu savais. Tu sais, les jeunes cadres, quand on les expatrie, quand ils vont en expatriation, ils sont tellement heureux. Ils gardent le salaire, ils pensent qu'ils vont vivre au pays chez eux avec ça. Et il y a des choses qu'ils ne discutent pas. Je te donne un exemple. J'ai un couple ami qui vient d'être expatrié et Dieu merci, il y a mon livre que son épouse a lu, c'est ma grande amie. Et je lui ai dit, est-ce qu'il a posé telle question? Est-ce qu'il y a eu tant? Et surtout, j'ai vu que maintenant, de plus en plus, il y a des organisations, des entreprises qui soit allouent une allocation au conjoint accompagnant. Au bout d'un certain temps, il y en a, c'est 1 an. Il y en a qui, c'est mensuel. On ouvre un compte. En général, c'est les banques. Hein. Pour les autres, je ne sais pas. Quand nous, mon mari était dans la téléphonie mobile, il n'y avait pas encore... Non, on n'avait pas ça. Bon, moi, je n'avais pas de conjoint, j'étais séparée. Mais on pouvait donner pour mes enfants. Quand même. Mais maintenant, je pense qu'ils en tiennent compte. Par contre, l'entreprise où il est, il ne donne pas d'allocation, mais il peut financer les études. C'est intéressant. C'est déjà quelque chose. Beaucoup. Ça veut dire parce qu'elle quitte un travail, hein, elle démissionne. Donc, il y a un salaire en moins. Et moi, je leur dis, si vous ne gérez pas ça comme un projet, le conjoint accompagnant devient le problème de l'expatriation. Oui, on a un couple ami dans un des pays où on était pour qu'ils ne se reconnaissent pas. Elle dit qu'un matin, c'était à Madagascar, elle dit qu'un matin, le monsieur s'est sapé, il partait au boulot, comme tous les matins. Elle s'est levée, elle dit, Fatim Lègre, je l'ai regardé. Et puis je lui ai dit, moi aussi je portais veste pour aller au travail. Le monsieur a dit, voilà, je sais. Mais parce que la personne est perdue. Et moi, je sais que moi, en début d'année, tout le monde était content, c'est la nouvelle année, mais en début d'année, c'était le moment où moi, j'avais le moral à plat. Pourquoi? Parce que je ne savais jamais dans quel pays j'allais terminer l'année. Ça, c'est horrible. Parce que je ne pouvais pas me projeter au-delà de 6 mois. C'est ça, les mercatos se décident vers mai, juin, là. Ça commence à se discuter avant, mais en général, on vous laisse partir après l'année scolaire des enfants. Donc,
je ne pouvais pas me projeter au-delà de 6 mois. Donc, quand les gens planifient leur année en disant, voilà mon objectif, voilà. Moi, j'étais obligée, je ne pouvais pas regarder au-delà de je ne sais pas quand je vais devoir déménager, je ne sais pas. Ce que tu dis, c'est tellement puissant parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de l'horizon flou de l'expatrié, en fait. On ne se rend pas compte. Du conjoint accompagnant surtout. Bon, je n'ai pas, mais moi, déjà, en tant qu'expatrié, je le Voilà. voyais. Et à chaque fois que quand tu es une femme, c'est tu accompagnes ton mari. Je dis, non, je n'accompagne personne, je m'accompagne moi-même. Je travaille dans telle société. Oui, et je crois que les entreprises, maintenant, ça commence un peu, mais je leur dis tout ce que vous investissez. Des fois, dans le contrat, ce n'est pas le salaire là qui compte, c'est les conditions qui sont mises. Qu'est-ce qui est réservé à la scolarité des enfants? Est-ce que c'est le cadre de vie, la le maison? cadre de vie, jusqu'où on autorise? Qu'est-ce que vous prenez en charge? Je dis toujours aux gens, quand vous signez les contrats, il ne faut pas aller payer l'eau et l'électricité là-bas, dans votre salaire. Non. Mais ils ne savent pas. Tu sais, en fait, et je te dis, quand c'est la première expatriation, il y a aussi la peur et les croyances. Tu veux pas te demander. Non, et puis tu te dis que si tu dis, quelqu'un peut te torpiller. Ouais, donc tu gardes tout pour toi, tu négocies seul. C'est quand tu arrives que tu te rends compte que... tu veux pas que ça gâte ton combo africain. Et tu te rends compte... oui, c'est la peur, les craintes, et tu te rends compte que ça suffit pas. Donc le cadre est là. Vous pensez qu'il est OK avec son contrat, mais à un moment donné, il est frustré. Parce qu'il voit à quel point il travaille. Quand on t'amène là-bas, là, c'est pour travailler. Hein. C'est même pas l'amusement même. Et quand tu salaire d'expatrié, de toute façon, ils vont amortir leur argent. Puis, tu vas travailler. Voilà. Et quand j'ai consenti ça, pour en revenir aux questions que ces jeunes filles me posent, je me suis dit, mon moment va arriver. Je ne suis pas pressée. Parce que dans mon idéal de vie, je me suis posé la question, au soir de ta vie, qu'est-ce que tu veux avoir? Quel type d'enfant tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Dans quoi tu veux être à la fin? Et ça, se poser cette question quand on a la vingtaine, je peux comprendre que c'est perturbant. Mais moi, j'ai dû me poser la question. Quel type de famille je veux? Quel genre? Qu'est-ce que je veux donner aux enfants là? À la fin, quel lien je veux avoir avec eux? Et ça implique que ce lien-là, il ne se crée pas quand ils sont grands. Hein. Il commence quand on est petit. Valide. Et je crois que mon rôle de petite tata a vraiment beaucoup aidé à savoir que les enfants, il faut parler, il faut communiquer, à comprendre, parce que j'ai eu l'habitude, et j'ai gardé les enfants là-haut, et je parle de mes neveux. Donc ça, c'était une formation. Je crois que toutes les étapes de nos vies nous forment. Hein. Et donc, quand je dis aux filles, je dis, bon, si j'ai fait ça pour moi, j'ai fait, oui, je l'ai accompagné, mais c'était mon choix aussi. On ne m'a pas forcé. Je dis, et si on revenait, parce que quand mon moment est arrivé, il m'a laissé briller. Bien sûr. On est associés. C'est ton moment. C'est mon moment. Parce que chacun a accompagné le moment de l'autre. Et je lui dis, si on était rentré et qu'il avait été ingrat, c'est ta faute là. C'est ta faute là. Pas gâter le nom de Kankobo. Je lui en aurais pas voulu. Bien sûr. Parce que je n'aurais pas fait ça que pour lui. C'est très important. C'est aussi pour toi-même. C'est aussi pour moi. C'est pas la femme qui dit « je me suis sacrifiée ». C'est le mot pas de même. Sacrifice. C'est le mot que moi, quand on me dit « les enfants », je dis moi, je déteste ça. Quand un parent, pour moi, il ne doit pas dire à son enfant « j'ai tout fait pour toi ». Parce que si toi, tu ne fais pas pour l'enfant, qui va faire? J'ai tout fait pour toi. Les parents africains me disent ça. J'ai tout fait pour toi. J'ai tout laissé pour toi. Je dis « tu as tout fait parce que, en fait, tu n'as pas fait pour lui, tu as fait pour vous et pour toi aussi, parce que tu avais une vision d'une certaine famille. Exactement. Et tu voulais que ta famille soit comme tu voulais qu'elle soit et que tu devais donner de toi. Et de toute façon, tes enfants, tu es leur mère. Si tu ne fais pas pour eux, je ne sais pas qui va faire pour eux. Oui, et puis... C'est à partir du film que moi, je comprends pas. Voilà, donc c'est cet idéal-là qui me guidait. Donc quand on dit « comment tu as pu faire ça pour lui ?» Je leur dis non. Mais comme vous pensez que vous faites ça pour eux, donc quand il y a un problème, vous lui en voulez. Et vous oubliez que vous aussi, vous avez pris du plaisir dans l'affaire là. Hein. Quand c'était chic, ce n'était pas de sa faute. Quand ça ne devient pas chic, c'est que de sa faute. C'est très important ce que tu dis. J'ai écouté une vidéo l'autre jour d'une femme qui disait « Moi, mes enfants, je n'attends rien d'eux. Je veux juste de l'amour inconditionnel. Je les aime, je veux juste qu'ils soient heureux. » Je vais t'envoyer la vidéo. Super. Ça m'avait tellement marqué. J'ai dit « On n'a pas besoin d'avoir des attentes vis-à-vis. » Et je n'attends pas ce qu'ils travaillent bien. J'attends juste qu'ils soient des enfants heureux. Épanoui, équilibré. Et ça m'avait tellement marqué, ça me parlait tellement. Je vais t'envoyer cette vidéo-là. Avec plaisir. C'est une dame qui dit ça en anglais. J'ai adoré ça. Oui, et ça permet d'avoir...
moi, je dis, on ne peut pas toujours connaître ses parents. Moi, mes parents me connaissaient, mais heureusement qu'ils ne pouvaient pas tout savoir. Mais je veux au moins savoir, avoir la possibilité de les découvrir et surtout qu'ils aient assez confiance en moi pour pouvoir partager. Tes enfants, n'est-ce pas? Oui, mes enfants, ce qu'ils veulent Important. avec moi. Et donc, et d'explorer leurs talents. Parlant de talents, j'ai ma fille aînée qui peint. Oui, tu me dois un sac Fenel. Je vous ai dit que je ne J'arrive sais à voir, pas si tu me donnes d'où... pas mon fils, Non, mon sac, forcément, là, le tu sac me Fenel montres. doit sortir. Je ne sais pas d'où l'affaire du jet va sortir, mais c'est peut-être des dessins de Aïcha, qui est ma fille aînée. Oui. Et c'est comment laisser éclore un talent, l'accompagner. Je ne dis pas que la peinture va être son métier, et je le lui ai dit, pour qu'elle n'ait pas la pression ou que c'est parce qu'elle peint qu'on est fier d'elle. Il faut juste la laisser être. Aïcha a commencé à dessiner parce que moi, j'achetais des feuilles pour qu'elle ne dessine pas sur les murs des maisons des gens quand on était en expatriation. Aussi simple que ça. Parce que je me suis dit, elle aime gribouiller. Et quand elle a mené un dessin, je dis, waouh, bravo. Des fois, elle dit, c'est toi, toi-même, tu dis, ah, tes yeux sont ici. Mais je l'ai laissé explorer ça. Rabia tricote. C'est la jumelle. Oui. Elle aime le tricot. Je connais tes enfants. Tu as oublié que ça fait quand même un peu longtemps que je te connais. Ça fait quelques années quand même. Rahim est très minutieux. Quand on cherche quelque chose, tu peux lui demander. Et il a la mémoire. Il connaît les gens, il identifie, il est... Voilà, chacun d'eux a quelque chose qu'on essaye d'accompagner. On fera de notre mieux. En tout cas, je ne veux pas être un frein entre eux et leur destin. Je ne veux pas projeter sur eux des peurs, des envies, et puis des envies, des visions. Faut être ci, faut... Non. Qu'ils soient ce qu'ils veulent être. Oui. C'est ce que je dis aux parents tous les jours. Je dis, mais... Je parlais avec un ami hier, il me dit, oui, mais mon fils ne travaille pas. Je dis, fais le minimum, parce que c'est un enfant intelligent, ne le stresse pas. Quand il trouvera son déclic, ben, il va s'épanouir. Oui, Rabia me demande, est-ce qu'on peut être docteur, coiffeuse? Bien sûr. Elle m'a tout... Je dis, tu peux être tout ce que tu veux. C'est toi, tu peux être ce que tu veux. Ce que tu dis, ça m'interpelle parce que je me rends compte que les professionnels aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas eu ça, qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas productifs quand ils ont une passion. Il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir. Même, tu as le droit d'avoir une passion. Moi, je pense que ce que tu dis, c'est très important parce que ça permet d'épanouir l'autre facette, la partie peut-être créative ou artistique ou mathématique ou scientifique, la partie qu'on n'exprime pas. Ma fille elle peut regarder une vidéo de 2 heures sur comment dessiner les sourcils. Oui, mais si c'est sa passion. Mais le fait qu'elle puisse se concentrer pendant 2 heures sur quelque chose qu'elle aime va forcément développer des capacités de concentration dans d'autres domaines de sa vie. Et je suis contente parce que comme je le partage, il y a de plus en plus de parents qui me demandent « Ah oui, mon enfant aussi aimait dessiner, comment je peux l'accompagner ?» Je dis « Voilà, moi j'apprends en faisant. » C'est tout, voilà tu leur donnes, ils n'ont qu'à faire. Et puis, comme j'en parle, quand il y a des concours de dessin, quand il y a des activités liées au dessin, les gens m'envoient les liens. Ils me disent... Ils pensent à Aïcha. Oui, ils pensent à elle. Mais il y a des gens qui lui envoient des crayons de couleur, qui lui envoient des feuilles, qui lui envoient des feutres. Vraiment, elle a des tatas et des tontons partout dans le monde qui pensent à elle. Mais c'est parce que j'accompagne Parce que tu l'as laissé exprimer son génie, son talent. Et qu'on en parle, et que je suis à l'aise avec ça, et que je n'ai pas peur. Pour certaines personnes, si ton enfant devient artiste, il a échoué. Oh non. C'est ça, moi, le défi. Non. Et moi, tu sais, j'ai un enfant autiste. Les gens pensent que quand ton enfant est tous, ta vie est gâtée. Ah. Ils te redemandent, ils te disent, ça va, il va bien. Je dis, ben, il va très bien. Ah, mais moi, je le connais, c'est mon... Donc, tu vois, il y a une façon de voir l'enfant. Oui. Il doit être dans un moule. Et pour ramener ça un petit peu au monde professionnel, on a tellement mis les gens dans des moules que quand ils arrivent en entreprise, ils n'osent pas s'égarer. Non, ils ne peuvent même pas être créatifs. Moi, je dis aux gens, et ça, c'est quelque chose que j'aime dire, on peut être créatif dans un cadre. Bien sûr, absolument. Parce qu'ils arrivent dans des univers très réglementés. Moi qui accompagne beaucoup d'institutions financières, pareil. Ils arrivent dans des cadres, ils disent non, mais on ne peut pas. Il y a telle procédure. Je dis, mais tu peux être créatif dans le cadre. On ne te dit pas d'aller déroger. Mais il y a d'autres façons de dérouler sa créativité. Exactement. Et alors, quand je suis en team building avec des gens des institutions financières, tu sais ce que je leur fais faire? Je ne dirais pas le nom des institutions. Danser, slammer, dessiner. Danser. Mais au début, c'est « Non, moi, je ne danse pas. » Et puis après, c'est... Tu sais, récemment, moi, j'ai fait faire de la pâte à modeler. Mais bien sûr. C'était chic. Moi, je leur fais faire de la peinture, des tableaux. Ils sont comme des enfants, on leur met des tabliers. Ils se reconnectent. Rien que... Tu sais qu'on n'a plus l'habitude de faire des choses avec nos doigts.
Ils sont sur moi, ça me fait du l'ordi. bien. Ils sont sur l'ordi. Les gens écrivent peu de manière manuscrite. Ils prennent des notes sur leur téléphone. Le contact du toucher et ce que ça crée dans le cerveau, ils l'ont peu. Et ces gens n'ont pas de temps pour eux. Est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui sont enfermées dans leur bureau? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour pouvoir se libérer un petit peu? Enfin, c'est pas la phase du conseil, Oui. hein, mais c'est juste Oui. une question. Moi, je dirais, si vous êtes dans des locaux où vous ne pouvez pas changer la peinture ou faire ce que vous voulez. Il y a des gens qui ont la latitude de décorer leur bureau comme ils le voudraient. Il y en a qui ne peuvent pas. Sûr. Mais ton fond d'écran, il dépend de toi. Il y a un élément que tu peux mettre pour être à l'aise. Moi, tu sais ce qu'il y a sur mon fond d'écran souvent? Oui. Plein de dollars. je te reconnais. Mon fond d'écran pendant des années, c'est plein de dollars. Oui. Les gens mettent leurs enfants au... Oui. Moi, j'ai même mes dollars. Ça, c'est Mes pour dollars. 2026, là, on va aller en dollars. Je vois ce que ça fait dans ta vie, c'est important. Donc, le fond d'écran déjà t'appartient. Tu peux amener au moins un élément. Si ton ancrage, c'est la photo de tes enfants, de ton foyer, de ton époux, de ton épouse, si c'est une décoration, un bibelot, si c'est, je sais pas moi, ce que tu veux, une plante verte, ça change. Un tableau. Moi, dans mon bureau, il y a les tableaux de Aïcha. Oui. Parce que ça me connecte. Quand je vois ça, je sais pourquoi je suis assise au bureau. Je sais clairement ce que je suis en train de faire. Et ça me reconnecte à... Ça me rappelle pourquoi je fais ce que je fais comme je le fais. Vous avez entendu? Pourquoi elle fait ce qu'elle fait comme elle le fait. Oui. Vous avez la latitude de créer votre espace créatif. Oui. Et même en dehors du bureau, avoir une Exactement. activité, aller danser, s'amuser. Moi, j'aime écrire. C'est J'écris. important, bien sûr. J'aime voyager. Je Bien sûr. m'organise pour pouvoir voyager, le faire. bien sûr. Parce que après tout ce parcours-là, je crois que j'ai fait 1 fois 2 ans sans voyager. Et puis, je ne me sentais pas bien. Et puis, j'ai compris qu'en fait, c'est parce que je n'avais pas bougé. J'ai besoin d'une aération mentale. J'ai besoin de me connecter à d'autres Ton choses. sample. Non, on peut pas laisser ça bouger. Un peul ne reste pas au même endroit longtemps. Les sonrailles aussi ne sont pas simples. Sonrail, peul. Il y a un Si tu as mélange 100 sonrailles très- chez toi, là, c'est compliqué. Et ouais, donc, ça crée... Enfin, chacun doit se connaître assez pour savoir ce qui peut t'épanouir. Des fois, moi, je peux m'évader avec un chocolat chaud. Bien sûr, ça te fait voyager. Si j'ai ma grande sœur, c'est la femme du grand frère de mon mari, coucou Ami, elle dit que des fois, quand elle veut voyager, elle peut pas. Elle peut pas. Elle dit, elle voyage dans sa maison. Je donne cet exemple-là aux gens dans les team building. Elle dit, elle va se coucher dans la chambre d'amis. Elle dit, mais Fatim, c'est ma maison. Moi, je connais des couples qui vont à l'hôtel. Oui. À côté de chez eux. Hein. Ils disent, allons-y, dans la même ville. Oui. Allons, on va se faire du bien. Ça fait du bien. Et elle dit, quand je suis là-bas, on me cherche partout. J'arrive à faire une sieste normale sans que personne ne vienne ouvrir la porte pour demander, maman, tu es là, Voilà, ma chérie, tu es... bien. Elle dit que elle a 2 heures où personne ne sait où elle est dans la maison. C'est trop chic. Elle dit, mais je suis dans ma maison. Alors, vous avez entendu, ce sont des astuces pour vous évader. Oui. Alors, Fatim, pour toi, quelles sont les 3 compétences que tu penses qui sont importantes pour des managers? Aujourd'hui, toi qui accompagnes des managers. Pour les managers, je dirais la connaissance de soi. La connaissance de soi. Accepter de se poser des questions. Et si on ne peut pas, trouver un professionnel pour nous accompagner. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible, ça fait de vous quelqu'un de vrai. Ça fait de vous quelqu'un même de fort, qui ose aller questionner le statu quo et aller questionner sa vie au stade où on en est. Parce que ça ne dépend pas, tout ne dépend pas que de nous. Absolument. Donc, vous avez entendu la connaissance de soi. Connaissance. Oser se poser les bonnes questions Oui. et éventuellement se faire accompagner. Oui. Ensuite, dans la connaissance de soi, pouvoir reconnaître ses talents. Parce que les talents, ce n'est pas réservé qu'aux artistes ou aux footballeurs ou à tout ce qu'on veut. Ce n'est pas ceux qu'on voit dans la lumière qui ont des talents. Le talent, ça peut être un talent de diplomate. reconnaître ses talents, c'est-à-dire être capable, en tant que diplomate, au sein de l'entreprise, de pouvoir discuter, négocier, arranger, Exactement. concilier, Oui. arbitrer, etc., faire de la médiation. Si vous êtes la personne en famille ou au bureau qu'on appelle quand il y a des bisbis, Ah, ça chauffe. dans chaque famille, il y a quelqu'un, quand il y a un problème, on dit, attends, on va appeler un tel. Il n'y a pas cette personne-là dans ma Quand famille. il vient... Ah si, la garée, Aziza. Aziza, c'est la diplomate, c'est vrai. Quand la personne arrive, les deux bords, même quand elles sont en opposition, se disent que la personne est juste et que ce qu'elle va dire, même si elle me donne tort, elle m'aura écouté. Donc, ce talent d'écoute, de conciliation. Mais il faut le savoir.
Quel est votre talent? Quel est votre talent? Identifiez votre talent Identifier. humain. Est-ce que vous êtes Exactement. quelqu'un qui sait arranger? Mhm. Est-ce que vous êtes quelqu'un vers qui tout le monde Qui se sait tourne? organiser des Est-ce que événements? vous êtes quelqu'un qui est même organisé le bureau, tout simplement? Oui. Est-ce que vous êtes la personne, parce que souvent dans les bureaux, il y a la personne qui organise tous les événements, qui ne sait pas son métier, Exactement. Oui. mais la On personne lui qui gère. confie. Est-ce que vous êtes la personne vers qui on va quand il y a une situation compliquée Délicate. pour aller Exactement. gérer, concilier les gens, même si c'est pas votre posture, votre poste, Exactement. mais ça peut être votre talent. Exactement. Donc, identifier son talent humain. Identifier son talent humain. D'accord. Parce que les talents, c'est tellement en nous qu'on ne sait pas. Enfin, c'est tellement naturel qu'on ne se dit pas que ça, c'est forcément un talent. Et je veux vous dire que quand on travaille sur un talent, on en fait un point fort. Tout à fait. Quand on travaille sur un point fort, on en fait un point d'excellence. Mhm. Et donc, c'est comment mettre ces talents-là au service de vos objectifs du quotidien. Si vous savez que vous avez un talent de conciliateur, de générosité, parce que c'est un talent, Absolument. un talent de facilitateur, un talent de négociation, d'écoute active, un talent d'organisation, un talent... Bref, quand vous le savez et que vous l'utilisez consciemment, ça vous amène à un autre niveau de votre objectif. Absolument. Donc, le talent. Donc, première chose, connaissance de soi. Deuxième chose, identifier le talent et le mettre au service de son objectif. Comme levier. Exactement. De développement, de carrière, de personne, de vie. Oui. Et ensuite? Et enfin, j'allais dire croire au bonheur, mais croire même qu'on mérite le bonheur. Je crois que là, il faut aller chercher dans l'estime de soi. Croire au bonheur et ne pas se limiter. Ne pas se limiter. Parce que des fois, il n'y a pas de plafond. Hein. Je vais te raconter une histoire. Oui. Il y a des plafonds des fois, mais des fois, on est notre propre plafond. Et moi, j'ai vu des gens s'auto-saboter. L'auto-sabotage. Beaucoup de femmes. Surtout elles. On fait un accompagnement que j'appelle la gestion de la peur du succès. Parce qu'elles arrivent à un moment où elles se disent « Attention, c'est pas ta place, c'est pas ce qu'on t'a dit. Dans ta croyance, les femmes ne font pas ci. Dans ta croyance, les femmes ne font pas ça. Les femmes ne parlent pas fort, elles ne peuvent pas avoir autant d'argent. On ne peut pas être à la fois heureuse professionnellement, réussir professionnellement et réussir sa vie de couple. On ne peut pas à la fois réussir ça et avoir des enfants équilibrés. Il faut forcément qu'un d'entre eux soit délinquant. Donc, à un moment donné, on se dit, est-ce que tout ça, là, c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il n'y a pas un couac? Donc, elle commence à chercher le problème qu'il n'y a pas. Oui, je vis ça tous les jours. Parce qu'elles ne croient absolument pas au fait que... Elles se disent qu'un jour, elles vont se réveiller, tout va s'écrouler. Exactement. Et c'est comme ça que les gens pensent. Hein. Et oui. J'en vois beaucoup. C'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Et quand elles ne trouvent pas l'élément qui va faire tout basculer, elles créent. Ouais. Et elles basculent tout. Tout à fait. Elles mélangent toute sa vie. Il faut croire à son bonheur. Il faut croire que ça nous est dû. Et moi, je disais à une amie, on lui présentait quelqu'un. Oui, c'est un gars bien. Elle dit non, le gars ne me plaît pas. Voilà le gars que je... La personne lui dit, oui, mais à ton âge, je dis, il ne faut pas lui dire ça. Dans la vie, on ne peut pas dire qu'on croit en Dieu, on ne lui fait pas confiance. Elle peut avoir ce qu'elle veut. Exactement. Et elle aura la personne qu'elle veut. Oui. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours mettre des limites aux gens alors que on prie, on est là, mais on n'a pas confiance. On ne reconnaît pas le bonheur. Il faut prier aussi pour avoir le discernement. Le discernement. Le discernement de reconnaître ce qu'on vaut, ce qu'on mérite et de l'accepter comme étant pour soi. Je récapitule, la connaissance de soi, l'identification de son talent et croire au bonheur. Exactement. Et croire qu'on peut être heureux et qu'on mérite ce bonheur. Qu'on mérite d'être heureux. Et ma grand-mère, la maman de ma mère avec qui on a grandi, elle disait, Fatim, il y a des gens qui vont être heureux sur terre, ils vont mourir, ils vont aller au paradis. En tout cas, moi, je suis heureuse. Et donc, moi, j'en ai conclu que, et nous sommes heureuses, alhamdoulilah, j'en ai conclu que il faut que les gens comprennent aussi qu'il n'y a pas que le malheur qui construit. Il n'y a pas que le malheur qui fait des hommes forts ou des femmes fortes. Le bonheur aussi construit des gens forts et bien. Et j'aime beaucoup ce que tu dis et ce que ta grand-mère dit. Oui. Parce qu'on a toujours des histoires de gens qui nous disent que non, ils ont réussi parce qu'ils ont été malheureux. Ils ont souffert. Eux tous, ils ont souffert. Eux tous, ils étaient dans la galère. Ouais. Des fois même, ça fatigue. Moi, je dis, je ne peux pas aller inventer une enfance dramatique. Dieu me voit. Ouais, je ne peux pas faire... Oui. Ce que j'ai eu, c'est de l'amour inconditionnel. Et je crois que cette base-là, je dois être reconnaissante déjà pour ça. Et donc, je sais que... Et puis des fois, je suis assise et puis je me dis, quand je suis un peu down, j'ai dit, Fatima, à l'heure où tu parles là, il y a des princes et des princesses saoudiennes, on lave leurs pieds dans des bassines en or. Il faut te lever. Il faut aller travailler.
Et t'es dit, L'or, là, si ça est sur terre, toi aussi, tu peux toi aussi, tu en as avoir. pour toi. Les diamants, des émeraudes. Tu peux avoir pour Il toi. faut... Oui. Alors, je voulais te demander aussi, on a parlé des valeurs. Quelles sont les 3 valeurs qui sont importantes pour toi? On arrive Mhm. malheureusement à la fin Oui. de la conversation. C'est chic, hein? Trop chic. Quelles sont les 3 valeurs qui sont importantes pour toi? Il va avoir le respect Le respect, oui. que j'ai Expliqué expliqué tout à l'heure. Il faut vivre les valeurs, le respect. Oui, le respect, la liberté. Ah, la liberté. Et moi, je dis toujours, ma liberté, c'est pas aller dans tous les sens. J'ai une liberté très cadrée, qui est cadrée par ma foi, qui est cadrée par l'estime que j'ai de moi-même et ce que j'apporte aux autres. Donc, je peux être libre dans un cadre. Libre, une liberté cadrée. Oui. J'adore. Je sais où je dois m'arrêter. Et ça, il faut se connaître pour savoir. Et quand je déborde, je sais qui appeler pour qu'on me ramène À la réalité. à la réalité. À une liberté contrôlée. Oui, et je sais que quelqu'un va me dire, faut... Oui, c'est normal, on est des humains, on n'est Et pas c'est parfait. excellent. Il y a la liberté et enfin, il y a la famille. La famille. La famille, avec l'amour inconditionnel est sain. C'est-à-dire avoir un lien qui est sain. Je crois que ça, c'est... Quand on a la grâce d'avoir ça, il faut rendre grâce. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Et la famille, pour moi, ça compte parce que c'est mon soubassement. Bien sûr. Et ce que j'ai eu, j'ai envie de le transmettre et de le partager au plus possible. Donc, ces valeurs familiales-là, les liens de sang, les liens de fraternité. Alors, le respect. Le respect, la liberté et la famille, le socle. Oui. L'amour familial, la famille. Pas juste avoir des gens, mais la famille dans l'amour, dans le socle. Dans le concret. Dans le concret. Dans le bonheur comme dans l'épreuve. Merci beaucoup, Fatim. Merci, en tout cas, Nabou. c'était chic. Ça peut continuer. Donc, premier épisode. Premier épisode. Pour nous, là, ça ne peut pas finir. Alors, Fatim, je te remercie déjà pour ta présence. Beaucoup. Merci pour toute cette belle conversation. Je pense qu'il va aider beaucoup de gens. J'espère bien. Oui, ça va apporter beaucoup de valeur. Je sens que ça va être un épisode qui va plaire. Je vais te demander de regarder la caméra. Oui. Et quel est ton conseil, quel que soit le conseil que tu as envie de donner à cette audience qui nous suit et qui nous suit aujourd'hui? Je veux vous dire que le bonheur existe et que vous y avez droit. Il n'y a pas des gens qui ont plus le droit que d'autres. C'est vrai qu'on ne part pas tous sur le même pied d'égalité en matière de personnalité, d'optimisme, d'environnement de vie, mais on peut créer son bonheur. J'aime bien le langage courant qui dit que c'est l'homme qui crée sa propre ambiance. Vous pouvez vous ambiancer seul. Ambiançons-nous. Ambiancez-vous vous-même. I love it. J'ai une sœur qui dit, Mimi, elle dit qu'elle ne comprend pas les gens qui disent qu'ils s'ennuient ou bien qu'ils n'ont rien à faire. Elle dit elle-même, son programme avec elle-même est tellement intense que... Donc, si vous ne trouvez pas le bonheur ailleurs, apprenez à le créer en vous. Mais pour le créer, il faut accepter que vous y avez droit. Et c'est à ça que je vais vous inviter, à croire au bonheur et à travailler, si vous n'y croyez pas, à y croire encore plus. Et vous verrez que, je l'ai dit tout à l'heure, le bonheur, ça rend heureux. Oh, merci beaucoup, Fatim. Merci, Je respire le bonheur de toute façon, la joie de vivre, la bienveillance. Merci pour toute cette belle énergie que tu nous as amenée. Merci. Et je suis Nabou Fall, vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle. Si vous venez d'arriver, j'étais en conversation avec Fatim Touré Kankobo, directrice associée de Team Coach, société basée au Burkina. Oui. Et c'était une magnifique conversation. Je vous invite à y aller. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. J'ai oublié de vous le dire au début. Donc, voilà. Ne ratez pas ces merveilleuses conversations. Vous ne voulez pas les louper, abonnez-vous et activez la cloche. Donc, à bientôt. Et à bientôt sur Nabou Fall officiel. Et merci Fatim pour le prochain épisode. À bientôt. Beaucoup, Nabou. Merci à toi. C'était magnifique. Merci.